sens dans le travail social. Alors, la pièce, donc c'est l'action parents incarcérés, enfants séparés, a vu le jour en 1989 dans le cadre de l'ORE, qui était une association créée par une bande de psychologues référée à la psychanalyse, à la théorie du sujet de l'inconscient et donc à la clinique. Et toutes les actions et les formations de l'ORE se sont reposées sur ces fondements. Alors l'objectif initial de la pièce est de favoriser le maintien du lien entre les parents incarcérés et leurs enfants durant le temps de la détention. C'est-à-dire à la fois permettre aux parents de garder leur place de parents et à l'enfant de continuer à avoir la certitude qu'il compte encore pour son parent malgré la séparation et malgré l'éloignement. Alors de manière plus large, je pense que si notre action a pu perdurer toutes ces années, c'est grâce à son extériorité. C'est parce que justement, on fait partie d'une association, et aujourd'hui encore avec Praxis, on fait partie d'une association, ce qui veut dire qu'on ne fait pas partie des institutions judiciaires, des institutions pénales, de la protection de l'enfance, tout en étant quand même évidemment soumise aux lois qui les régissent, ces institutions. C'est ce qui va nous permettre de prendre en compte la demande sans jugement et sans autre enjeu que de la mettre au travail, de la faire évoluer par la parole, dans le cadre des entretiens individuels ou dans des pratiques collectives et créatives. Alors aujourd'hui, l'action a toute sa place, bien sûr, dans l'école, et illustre tout à fait, il me semble, son nom, le nom même de Praxis, puisque elle vise à la fois une pratique, pas seulement théorique, mais également elle vise à l'accompagnement engagé, je dirais presque parfois physique de notre personne, des personnes dans un moment éprouvant de leur histoire de vie. Alors pour moi, c'est toute la question de l'écoute. Prendre le temps d'écouter vraiment avant de proposer un accompagnement respectueux des possibilités de la personne, respectueux de ses possibilités, de ses singularités qui peuvent nous surprendre parfois et nous choquer et qui ne collent pas forcément avec nos propres valeurs. Mais c'est aussi savoir, quand ces singularités les font souffrir, les empêchent ou les embarrassent, c'est savoir leur proposer de chercher ensemble et peut-être de trouver des moyens pour faire avec leur singularité, avec un peu moins de souffrance, sans violence, sans que ça fasse violence pour eux, mais également sans que ça fasse violence pour les autres, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça qui est central. C'est prendre le temps aussi de cette écoute, ne pas être braqué, collé à ses propres valeurs, mais permettre à l'autre de déployer effectivement sa parole et, encore une fois, je dirais de l'écouter vraiment. Je crois que dans ce cadre-là, on peut parler de l'éthique du respect, une éthique du respect de l'autre qui doit orienter la pratique, notre pratique de travailleur social, de psychologue, etc., à partir des matériaux qui vont se faire jour dans la rencontre. Mais pour ça, il faut accepter, supporter, il faut que d'autres aussi nous permettent de prendre le temps, encore une fois, de cette rencontre. Alors je crois que la réponse découle de ce que je viens de tenter de dire en fait. Dans la formation, les savoir-faire sont évidemment nécessaires, importants, indispensables, les savoir-faire, l'enseignement, etc. Mais moi, ce que j'ai toujours pensé en fait, c'est que les formations étaient très importantes aussi pour ce qu'elles ont à transmettre de ce qui est davantage un savoir-y-faire. Savoir-y-faire avec les personnes accompagnées qui souvent, comme je disais déjà tout à l'heure, nous déroutent un peu, sont parfois incompréhensibles, parce que c'est pas, encore une fois, en référence avec notre propre histoire, notre propre vécu, nous déroutent, mais également un savoir-y-faire, et ça je crois que c'est très important, avec les logiques institutionnelles, qui aujourd'hui, dans les logiques économiques, ne favorisent pas forcément la créativité. Ça c'est aussi
aussi quelque chose pour moi qui est important à garder à l'esprit en tous les cas, c'est que la formation effectivement encourage, soutienne, je dirais presque, une posture qui est peut-être déjà inhérente aux personnes qui s'engagent dans le travail social, je ne sais pas, ou pas, mais en tous les cas qui favorise justement la créativité. Juste un petit exemple, j'anime encore des groupes d'analyse de la pratique dans des institutions, donc je rencontre évidemment des professionnels. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est bien cette difficulté chez les professionnels, qui sont pourtant en général des personnes engagées, soucieuses des publics qu'elles accompagnent, mais qui ont le sentiment d'être empêchées justement par des directives qui ne tiennent pas compte des individus. Et c'est là peut-être, là je parlerai peut-être plus de la formation continue, même si ça vaut pour tout type de formation. Formation continue a toute sa place, justement, il me semble, pour leur permettre un peu de prendre du recul et s'autoriser, tant que faire se peut, d'envisager le pas de côté qui va leur donner la conviction, la certitude, il faut qu'il l'ait aujourd'hui, qu'il y a encore du sens dans le travail social.